Your personality has been often spoken of in hushed tones. Welcome to Culture Express. What is your project in your career that you are most proud of? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 53 ans en arrière. Bagdad, Irak. Nous sommes le 31 octobre 1950 lorsque Zaha Mohammed Hadid voit le jour. Son père, Mohamed Hadid, est un industriel prospère originaire de Mossoul. Il fait d'abord fortune dans le textile avant de cofonder en 1932 le groupe socialiste Al-Ali. Son engagement politique le mène même à devenir ministre des Finances après le coup d'État irakien de 1958. La mère de Zaha, Waïja Al-Sabounji, est artiste. Une influence certaine sur elle et son frère. D'ailleurs, son frère a 13 ans le jour de sa naissance. Il deviendra par la suite écrivain et expert des affaires arabes. La petite Zaha vit dans l'environnement privilégié de la haute société irakienne. Un environnement qui lui permet de disposer d'une éducation très avancée. Et surtout, le soutien et la liberté que lui donnent ses parents lui donnera un environnement assez sain pour pouvoir développer sa curiosité et sa créativité. De plus, l'enfance de Zaha a coïncidé avec une période de modernisation de l'Irak, qu'elle a elle-même décrite plus tard comme une enfance fabuleuse. Le gouvernement irakien de l'époque investissait les revenus pétroliers pour faire venir des architectes modernes pionniers comme Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Oscar Niemeyer ou encore Walter Gropius. Tout ça dans l'objectif de moderniser Bagdad. Pour tous ceux qui se rendraient pas compte, là, tous les architectes que je viens de citer, c'est vraiment les galactiques du XXe siècle. Au niveau de l'architecture, c'est exceptionnel. Et cet environnement d'innovation architecturale a probablement eu un impact très profond sur la jeune Zaha. L'un des aspects les plus marquants de son enfance fut ses nombreux voyages. Elle a mentionné dans une interview que ses visites aux anciennes villes sumériennes dans le sud de l'Irak avaient éveillé son intérêt pour l'architecture. Ces expériences l'ont exposée à l'héritage architectural riche de son pays et ont planté une graine de sa future carrière. Tous ces éléments ont fait d'elle une jeune passionnée d'architecture. En effet, dès l'âge de 11 ans, Zaha décide qu'elle veut devenir architecte. Ouais, moi je trouve ça fou de vouloir devenir architecte à 11 ans. Enfin, je sais pas, moi à 11 ans, je voulais devenir Michael Jackson. Bon, ça a pas trop marché. Mais après, chacun ses rêves, on n'est pas là pour juger. Donc, à l'âge de 18 ans, Zaha commence des études de mathématiques à l'université américaine de Beyrouth. Là, moi, je me demanderais pourquoi elle fait des études de mathématiques alors qu'elle a toujours voulu devenir architecte. Et ben, vous verrez que l'architecture et les mathématiques, dans ce qu'elle propose, c'est assez lié. Elle sera donc diplômée 3 ans plus tard, en 1971, et ce bagage scientifique influencera du coup énormément son approche du design. Mais bon, ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Après ses études de mathématiques, Zaha rejoint l'Architectural Association School de Londres, soit l'une des écoles les plus prestigieuses du monde en architecture. Elle y a étudié sous la direction d'architectes très influents tels que Rem Koolhaas ou encore Elias Zenghelis qui ont grandement influencé sa pensée. Et surtout, Hadid a été exposé à des approches et des conceptions expérimentales, ce qui lui fera dire que les normes et les limites de l'architecture peuvent être remises en question. Elle va notamment découvrir le suprématisme russe avec le travail de Kazimir Malevich. Et d'ailleurs, cette influence était évidente dans son projet de fin d'études de 1977 où elle a fragmenté une œuvre de Malevich en une nouvelle forme architecturale. Ses enseignants ont très vite reconnu son talent exceptionnel, Elias Zenghelis la décrivant même comme la meilleure élève à qui il ait jamais enseigné. Rem Koolhaas, quant à lui, dira que c'est une planète dans son propre orbite pour dire à quel point elle était au-dessus des autres élèves. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas eu tort et qu'ils ont plutôt bien visé. When I first met Zaha, I knew that she was exceptional. I met her at DAA because Arvin Boyarsky asked me to come to her crit. And I did not know Zaha, and the crit was not only for Zaha, but for a few people in her studio. And she behaved as if she was the tutor. She dominated the studio. She kept telling everybody what to do. So I just suddenly, when she started presenting her project, so to my greatest surprise, I found out that she was a student. And I've never forgotten it because she explained her project. I don't know exactly what the project was, but I do know that she spent a long time talking about the Russian constructivists, which is of course the subject very close to me. Donc après l'obtention de son diplôme en 1977, l'apprentissage de Hadid s'est poursuivi par des expériences pratiques. Elle a notamment travaillé pour ses anciens professeurs au sein de l'Office for Metropolitan Architecture de Rotterdam, acquérant une précieuse expérience dans le secteur de l'architecture. Hadid est également devenue maître assistante de l'Architectural Association de Londres, ce qui lui a permis de développer davantage ses idées et d'enseigner à d'autres. On voit que très tôt l'enseignement a une place assez importante dans la vie de Zaha Hadid. Mais qu'est-ce qui fait qu'aussitôt elle peut devenir prof dans des écoles aussi prestigieuses sans n'avoir jamais rien construit? Eh ben, c'est grâce à ses peintures. Ses œuvres montrent une vision architecturale originale, influencée par le constructivisme russe comme Malevich que je vous citais un petit peu plus tôt. On peut citer Vassili Kandinsky ou encore ses mentors Rem Koolhaas et Elias Zenghelis dans ses influences. Une de ses œuvres marquantes fut le Museum of the 19th Century, qui est un bâtiment flottant au-dessus de la Tamise. Ce projet affiche une architecture fragmentée et angulaire. Ce style se renforce avec l'extension du Parlement néerlandais qu'elle a réalisé, où elle dissocie les éléments architecturaux anticipant les explosions géométriques de sa future œuvre. On voit déjà une cohérence et une créativité exceptionnelles dans ses peintures.
l'explosion comme concept central a marqué une transition décisive dans sa carrière, notamment visible dans un de ses projets de 1981 pour la rénovation d'une maison à Eaton Square à Londres. Cette approche a culminé avec son projet pour la maison du Premier ministre irlandais, où elle introduit des formes dynamiques et fragmentées dans un contexte architectural très rigide. Cependant, malgré son succès naissant, pendant près de 17 ans, les projets audacieux de Hadid seront systématiquement rejetés. Pour vous dire, on l'appelle même l'architecte de papier, car ses projets ne seraient beaux que sur le papier. Pourtant, elle présente de nombreuses idées novatrices, mais elle a été inlassablement critiquée et rejetée. Alors que ses créations remportaient régulièrement les premières places de certains concours internationaux, mais elle n'avait d'autre choix que de persévérer, espérant voir enfin un de ses projets prendre vie. Mais tout cela n'aura pas servi à rien parce qu'avec l'argent qu'elle gagne en gagnant certains concours, elle peut enfin créer son propre cabinet, Zaha Hadid Architects. Nous sommes en 1979 et 3 ans plus tard, enfin la chance lui sourit. L'un de ses projets a été approuvé. Bravo! The Peak, un club privé sur les hauteurs de Hong Kong. Le design de Hadid pour The Peak était radical et révolutionnaire, utilisant des concepts de gratte-ciel horizontal, avec des structures en porte-à-faux et des formes géométriques fragmentées. Mais malchance me revoilà, le projet ne sera finalement jamais réalisé. Ce sera un vrai coup dur pour Zaha, elle sera profondément déçue et triste du destin de ce projet, qui lui tenait tout particulièrement à cœur. Mais là pour le monde de l'architecture, ça sera l'échec de trop. Les gens se disent qu'il y a quelque chose qui cloche. Même si à chaque fois les projets ne se réalisent pas, c'est toujours un coup de pied dans la fourmilière, c'est toujours des projets très impressionnants que le monde envie en fait. Mais la conception visionnaire de l'architecture qu'elle a eue sur ce projet avec des formes angulaires et fragmentées a marqué une rupture avec le style conventionnel, ce qui a solidifié sa réputation d'architecte avant-gardiste. Et Dieu sait que la réputation dans le monde de l'architecture, ça aide. Hadid a également participé à plusieurs autres concours durant cette période, notamment le Kurfürstendamm à Berlin, qui lui non plus n'a pas été réalisé, mais a encore une fois renforcé sa réputation d'architecte. En 1988, Patrick Schumacher, un jeune étudiant en architecture, rejoint le cabinet Zaha Hadid Architects. Mais bon, je vous reparlerai de ce bon vieux Patrick un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Et il faudra quand même que Zaha attende ses 43 ans pour voir sa toute première réalisation se concrétiser enfin par une construction. Je vous rappelle qu'elle sait depuis qu'elle a 11 ans qu'elle veut devenir architecte. Il faut qu'elle attende quand même ses 43 ans pour voir son tout premier projet se réaliser. Comme quoi même des génies comme Zaha Hadid doivent persévérer sans relâche pour atteindre leurs objectifs. Mais il y a quelque chose de très important à noter, je trouve, pendant toute cette période où elle a rien construit, c'est qu'elle sera toujours restée fidèle à elle-même et à son style. Elle n'aura jamais perverti son art et c'est quand même assez dur quand tu vois tous tes projets être refusés parce qu'on dit qu'ils sont irréalisables, qu'ils sont trop extravagants, etc. De pas simplifier, de se mettre dans les clous, de se mettre dans les cases pour pouvoir avoir quand même des projets qui se lancent, faire vivre son cabinet. Non, elle a décidé que sa patte artistique passerait avant le reste. Et enfin, ça paye. Par contre, quand ça paye, hein, maman, ça paye, hein. Donc enfin, après toutes ces péripéties, Zaha construira son tout premier bâtiment, la Vitra Fire Station, en Allemagne. Vous vous doutez que je vais pas faire des heures de route pour aller jusqu'en Allemagne vous montrer la Vitra Fire Station. Enfin, je veux dire, surtout pour 3-4 minutes de vidéo, ça serait complètement stupide. Et jamais je ferais ça, vraiment. Non. Peut-être si vous vous abonnez et que vous likez, parce que c'est quand même que ma deuxième vidéo YouTube ever, peut-être à ce moment-là, peut-être que j'irai. Sauf que pour aller en Allemagne, il nous faut un bolide. Une Dacia Jogger. L'adresse, je sais pas, mais non, mais mes chapelles de Ronchamp. Oui, parce qu'on fait une petite pause à Ronchamp pour tourner une vidéo sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que je poste du contenu quasiment toutes les semaines où je parle de design aussi. Chapelle. C'est bien. Chapelle Notre-Dame. Après quelques heures de route, nous arrivons enfin en Allemagne à Weil am Rhein pour voir de nos propres yeux cette Vitra Fire Station. Ce bâtiment a vraiment une structure très angulaire, c'est-à-dire que si vous regardez bien, il n'y a aucun angle droit, ce qui est quand même assez impressionnant et c'est quelque chose que Zaha refera sur beaucoup de projets, quasiment tous. Il y a un aspect futuriste qu'on sent très influencé par le déconstructivisme, des idées de mouvement, des idées de dynamisme qui sont traduits par des plans inclinés et des diagonales exceptionnelles. La caserne sera très rapidement convertie en espace d'exposition et d'événements après que Vitra ait dissous sa brigade de pompiers. Quelque chose qui est assez beau avec ce projet, c'est qu'on sent qu'elle a gardé son âme d'artiste, son âme de peintre. Elle est restée vraiment fidèle à son style, et elle a su prouver au monde entier qu'elle n'était pas qu'une architecte de papier. La caserne sera très fortement critiquée pour sa difficulté d'utilisation pratique. Ce bâtiment relancera le fameux débat, la forme versus la fonction. En fait, certaines personnes considèrent que la forme ne doit pas entraver la fonction, et Zaha a une conception un petit peu différente, où la forme du bâtiment et même la forme de ce qu'elle design de manière générale est l'essentiel de son projet. Moi, ce que je trouve très impressionnant avec ce lieu, C'est quoi? non mais en vrai c'est fou, en vrai c'est incroyable. Il est tout petit, moi je l'imaginais beaucoup plus grand, et pourtant je suis pas déçu, c'est-à-dire qu'il est mieux en vrai que sur les photos, c'est incroyable.
moi je le ressens comme un château de cartes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va s'écrouler à chaque moment. Tous les murs penchent, que c'est pas très stable. Et de manière assez étrange, il y a le béton qui nous donne quand même un aspect de solidité qui contraste vraiment avec cet aspect instable du lieu. Après ce projet, Zaha connaîtra une seconde période très difficile, notamment marquée par la mort de son père en 1994. L'influence de son père dans sa carrière semble avoir été significative. Mon père est un homme politique et son engagement, sa capacité à mettre les besoins d'autrui au premier plan m'a toujours inspiré. En effet, comme un bon politique, un bon architecte est normalement censé faire passer le besoin des autres avant soi et développer un espace vivable et cohérent pour tout le monde. Il faudra attendre 4 ans avant de voir un nouveau projet se réaliser pour Zaha Hadid. Cependant, à partir de 1997, tout va s'accélérer. Entre 1997 et 2000, elle initiera près de 6 projets qui aboutiront à des constructions, ce qui est déjà pas mal. Enfin, le train est lancé. On peut citer entre autres le Land Formation 1 à Weilenram en Allemagne, qui sera terminé en 1999, le centre d'art contemporain de Rosenthal à Cincinnati aux États-Unis, qui lui est achevé en 2003, le phénoménal et très marquant MAXXI, qui est le musée national des arts du XXIe siècle à Rome en Italie, qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours une de ses plus grandes réalisations, ou encore le Bergisel Ski Jump à Innsbruck en Autriche. Personnellement, je suis complètement fan de ce tremplin. Je trouve que ses lignes fluides et son esthétique minimaliste retransmettent de manière assez bluffante le dynamisme et la vitesse du saut à ski. Pour resituer, en 1999, Innsbruck a lancé un projet de rénovation de son arène olympique vieillissante. Malheureusement, comme l'ancien tremplin ne répondait plus aux normes internationales, il a été jugé nécessaire d'en reconstruire un nouveau. Il devait offrir une plus grande variété de fonctions que son prédécesseur, et en plus de son programme sportif spécialisé, l'installation devait inclure de nouveaux espaces publics comprenant une terrasse panoramique et un café. Mais bon, au-delà de ces exigences programmatiques, la Fédération autrichienne de ski cherchait manifestement à créer plus qu'une simple structure sportive, il voulait un nouveau monument. La fédération a donc lancé un concours international que le cabinet de Zaha Hadid a gagné. Est-ce que le projet va être avorté car dit irréalisable comme 90% de ses projets ? Non, il va être fait et c'est exceptionnel parce qu'il est magnifique ce ski jump. Hadid a décrit son design comme un hybride organique entre une tour et un pont. La tour est un haut pilier de béton formant un carré de 7 mètres de côté. 2 ascenseurs transportent les visiteurs de la base de la tour au café, situé à 40 mètres au-dessus du sommet de la montagne. Le café fait partie du volume spatial perché au sommet de la tour qui fusionne les espaces publics et la rampe de saut en un ensemble visuellement cohérent. Le pont d'observation offre une vue imprenable dans toutes les directions permettant aux visiteurs de contempler à la fois le centre-ville d'Innsbruck et les Alpes environnantes depuis le même endroit. Malheureusement, bien que le design minimaliste de Hadid capturait l'esprit du mouvement, il n'a pas été universellement accepté. Certains habitants ont rejeté l'idée d'avoir un bâtiment résolument moderne surplombant la ville. Innsbruck étant dans l'ensemble une ville alpine traditionnelle. Avec un peu de recul quand on connaît la qualité des projets de Zaha Hadid, c'est quand même un peu une folie de dire ça. Mais bon, après, est-ce qu'un design que tout le monde aime, que tout le monde valide, ça serait pas un mauvais design? Ça serait pas un petit peu trop consensuel? Mais bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que vous entendez Britney Spears, Eminem, Linkin Park, tout ça? Et non, vous vous trompez pas, vous avez reconnu le début des années 2000 qui arrivent. Parce qu'en effet, ce seront les années 2000 qui feront de Zaha Hadid la légende de l'architecture qu'elle est aujourd'hui. Elle va enchaîner l'emblématique et magnifique BMW... J'ai dit BMW... Non, elle enchaînera le BMW Central Building de Leipzig, toujours avec une grande importance accordée à l'innovation, notamment grâce à l'emploi de grandes fenêtres inclinées et de panneaux de verre. Hadid a notamment conçu des systèmes de ventilation naturelle, réduisant ainsi la dépendance à la climatisation. Ensuite, elle fera l'intérieur de l'hôtel Puerta América de Madrid, que moi personnellement je trouve magnifique, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Elle fera aussi le fameux Guangzhou Opera House en Chine. Tel des galets dans un ruisseau lissé par l'érosion, l'opéra de Guangzhou s'intègre parfaitement avec harmonie dans son emplacement au bord du fleuve. En effet, l'opéra est au cœur du développement culturel de Guangzhou et son développement unique avec sa forme de double rocher améliore la ville tout en l'ouvrant sur la rivière des Perles, ce qui unifie les bâtiments culturels adjacents avec les tours de la finance internationale et le nouveau quartier de Zhongchang à Guangzhou. L'auditorium de 1800 places de l'opéra est équipé de toutes les dernières technologies acoustiques et la plus petite salle multifonctionnelle de 400 places est conçue pour les différentes performances artistiques. Le design est inspiré par le paysage naturel local et l'interaction fascinante entre le design et l'architecture. Elle s'inspire donc des principes d'érosion, de la géologie et de la topographie. Mais bon, le design de l'opéra de Guangzhou a surtout été influencé par les vallées fluviales et les transformations par l'érosion. On y voit des zones intérieures qui semblent avoir été creusées par l'eau, créant des canyons de circulation tout en permettant à la lumière naturelle de pénétrer profondément dans le bâtiment. Les transitions fluides entre les différents éléments et niveaux poursuivent cette analogie paysagère. Des unités de plâtre renforcées de fibres de verre moulé, qu'on appelle aussi GFRC dans le milieu, mais bon voilà, ça c'est le jargon, voilà, ne vous inquiétez pas, ont été réalisées pour l'auditorium afin de prolonger le langage architectural de la fluidité et de la continuité. Encore une fois, c'est un véritable bijou que nous donne Zaha. Il y a vraiment une esthétique particulière dans ses créations, et encore une fois, on ressent sa patte fois 1000, et ça, c'est beau. Enfin, nous arrivons en 2004, un moment historique dans l'histoire de l'architecture, vu que Zaha est la toute première femme à gagner un Pritzker, soit l'équivalent d'un prix Nobel, mais pour l'architecture.
Le jury a reconnu son approche avant-gardiste et sa capacité à repousser les limites de la géométrie architecturale traditionnelle. Lord Rothschild, qui était président du jury, a souligné qu'elle s'était éloignée de la typologie existante et a modifié la géométrie des bâtiments, ce qui est peut-être le meilleur compliment que tu puisses faire à un architecte. Frank Gehry, lui aussi membre du jury, a noté que Hadid avait l'une des trajectoires architecturales les plus claires que nous ayons vues depuis de nombreuses années. Et pour ceux qui ne verraient pas qui est Frank Gehry, c'est l'homme derrière la fondation Louis Vuitton à Paris, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles ou encore le fameux Guggenheim Museum à Bilbao. Bref, c'est vraiment une légende vivante de l'architecture. Pour vous faire une analogie dans la musique, ça serait genre The Weeknd ou Nirvana. Alors oui, désolé, j'ai changé de t-shirt, j'ai changé de coupe de cheveux, c'est juste que j'ai perdu 50% des rushs la première fois que j'ai tourné. Donc me revoilà devant vous. À 53 ans, Zaha était relativement jeune pour recevoir un Pritzker. En général, la moyenne d'âge des gens qui reçoivent un Pritzker, c'est plus 120, 130 ans. Bref, moi je peux pas m'empêcher de repenser à la petite Zaha de 11 ans qui rêvait de devenir architecte et qui se retrouve à 53 ans couronnée d'un Pritzker. Mais ce Pritzker, il a quand même une valeur très importante, voire plus importante que beaucoup d'autres Pritzker dans l'histoire de l'architecture, parce que c'est la première femme de l'histoire à recevoir ce prix. Et d'ailleurs, c'était vraiment un combat qui tenait à cœur pour Zaha, la place des femmes dans l'architecture, dans un milieu du design et de l'architecture qui était quand même assez sexiste et macho dans les années 80 et 90, quand elle débutait sa carrière. Elle fera un discours exceptionnel quand elle recevra le prix Veuve Clicquot. Elle dira ceci: « C'est difficile à croire, mais il est toujours difficile pour les femmes de briser les barrières du monde des affaires. Grâce à la persévérance et au travail acharné, j'ai pu le faire, et ça a été une longue lutte. La moitié des étudiants en architecture sont des femmes, mais les femmes ne représentent toujours pas un quart des architectes qualifiés. » Juste, je voudrais revenir sur un point assez important de son succès, sa collaboration avec Patrick Schumacher. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, Zaha l'engage en 1988 alors qu'il n'est encore qu'étudiant. À cette époque, Hadid était déjà reconnue pour ses designs avant-gardistes, mais elle peinait toujours à voir ses projets les plus audacieux se concrétiser. L'arrivée de Schumacher allait changer la donne. Au fil des années, leur relation professionnelle s'est développée et approfondie. Schumacher est progressivement passé du statut d'étudiant à celui de collaborateur clé, puis de partenaire à part entière. Sa montée en puissance au sein du cabinet coïncide avec une période de croissance et de reconnaissance internationale pour Zaha Hadid Architects. Et l'un des aspects les plus cruciaux de leur collaboration, c'était leur complémentarité. En effet, Hadid était reconnu pour sa vision artistique exceptionnelle et révolutionnaire et ses designs audacieux néo-futuristes. Cependant, Schumacher lui apportait une expertise technique et théorique, notamment dans le domaine de la conception paramétrique. Même si bon, qui ne voit pas ce qu'est la conception paramétrique, c'est une approche qui consiste à utiliser des algorithmes pour générer et transformer des géométries très complexes. Donc c'est un outil formidable pour traduire les visions ambitieuses de Hadid en structures réalisables. Donc c'est cet aspect visionnaire de Zaha associé à cet aspect technique de Schumacher qui fera véritablement le succès de Zaha Hadid Architects. Leur collaboration s'est étendue au-delà de l'architecture pure. Ensemble, ils ont travaillé sur des projets qui sont quand même très variés, allant d'un chandelier pour Swarovski à un sac Louis Vuitton en passant par une paire de chaussures pour Adidas. Ces projets ont évidemment montré la polyvalence et le succès de leur approche et ont contribué à étendre l'influence de Zaha Hadid bien au-delà du monde de l'architecture. Au fil du temps, Schumacher est devenu le porte-parole théorique du cabinet, développant et promouvant le concept de paramétrisme comme un nouveau style architectural global. Donc c'est une théorie qui prône l'utilisation des systèmes paramétriques pour créer des formes architecturales complexes et adaptatives qui est devenue une marque de fabrique du cabinet. La relation entre Hadid et Schumacher a également été marquée par un soutien mutuel dans les moments très difficiles, comme par exemple après le rejet douloureux du projet de l'opéra de Cardiff en 1994, où Schumacher a joué un rôle crucial en aidant Hadid à surmonter cette déception et à poursuivre sa carrière. Bref, ça casse un petit peu le mythe de Zaha Hadid, l'architecte qui nous sort des formes impossibles de son cerveau, mais justement ça nous rappelle que c'est possible et que c'est le fruit aussi de collaboration et que Zaha, même si elle a été souvent décrite comme provocatrice, sensible et perfectionniste, elle savait collaborer et utiliser les avantages de ses collaborateurs et c'est quand même quelque chose qui est très important dans le design et dans l'architecture. Et c'est aussi ça qui fait un bon designer ou un bon architecte, c'est la capacité à bien collaborer avec les autres. Après le Pritzker, Zaha enchaînera avec des projets très ambitieux comme l'Aquatic Center de Londres, qui a été conçu pour les Jeux Olympiques de 2012. Ça représente un point culminant dans sa carrière d'architecte et illustre parfaitement son approche du design architectural. Le toit ondulé en forme de vague n'est pas seulement une prouesse visuelle, mais c'est aussi une manifestation concrète de la philosophie de Hadid qui cherche à intégrer des formes fluides et organiques dans l'architecture. La structure du bâtiment avec son toit reposant sur seulement 3 supports est une prouesse d'ingénierie qui n'est pas gratuite, elle sert à créer un espace intérieur vaste et dégagé, optimisant ainsi l'expérience des utilisateurs et des athlètes. C'est un exemple parfait de la façon dont Hadid fusionne la forme et la fonction, créant une esthétique qui découle directement des besoins pratiques du bâtiment. Juste le dépassement très important du budget initial a soulevé des questions importantes sur le coût d'innovation en architecture. Bien que controversé, ce dépassement peut être vu comme le prix à payer pour repousser les limites du design et de la technologie. Il illustre le défi constant auquel sont confrontés les architectes innovants, équilibrer l'ambition créative avec les contraintes pratiques et financières. Même si Zaha, en général, on lui refuse rien.
Sur la même période, elle réalisera le Haïdar Aliyev Center à Bakou, en Azerbaïdjan, un de ses projets les plus audacieux et ambitieux, qui deviendra petit à petit sa carte de visite. Ce bâtiment extraordinaire défie la gravité, ignore les lignes droites et a sûrement fait rager 2-3 ingénieurs lors de la conception. Chaque surface, chaque courbe semble émerger naturellement du sol, comme si le bâtiment avait toujours été là, attendant patiemment d'être découvert. Zaha a décrit son design comme une forme fluide émergente des plis de la topographie naturelle, car vous voyez cette vague d'aluminium et de verre, elle semble danser avec le paysage, embrasser la ville, mais cette approche incarne une idée des plus profondes, celle d'une architecture organique en harmonie avec son environnement. Ici, tout est courbe, tout est mouvement, on a l'impression que le bâtiment lui-même est vivant. Mais sous ces courbes élégantes se cache un défi technique titanesque. Un des grands défis de ce projet a été de créer de grands espaces ouverts à l'intérieur, sans avoir ces fameuses colonnes qui cassent la vue et l'harmonie du lieu. Ils ont donc développé un système hybride qui mélange béton et structure en treillis d'acier, un petit peu comme un squelette invisible. Pour garder cette impression de fluidité à l'intérieur, les éléments verticaux qui soutiennent le bâtiment ont été intégrés directement dans les murs et les fenêtres. Autrement dit, on ne le voit pas, mais ils sont bien là, cachés dans l'enveloppe du bâtiment. Bon, pour être honnête, je vous avais prévu tout un grand texte où je vais vous expliquer tous les détails techniques et toutes les galères auxquelles ont été confrontés les ingénieurs, mais je crois que c'est un petit peu relou juste à écouter. Mais il faut juste que vous reteniez qu'elles poussent vraiment dans leur retranchement les ingénieurs pour créer des bâtiments toujours plus fluides avec des formes toujours plus extravagantes. Mais c'est cette capacité à transformer l'impossible en réalité qui définit Zaha Hadid. Là où d'autres verraient une vague, elle voit une structure fonctionnelle, belle et incroyablement solide. Maintenant, quand on parle d'un centre multiculturel, on s'attend souvent à quelques petites salles de réunion et un auditorium, mais là on n'est pas sur la même échelle. Non, c'est Zaha Hadid, vous vous doutez qu'elle va faire les choses en grand, mais bon, bien sûr, aucun chef-d'œuvre ne vient sans sa polémique. Ce bâtiment, aussi beau soit-il, est souvent associé à la politique de l'Azerbaïdjan. Certains critiques ont pointé du doigt le lien entre ces grandes œuvres architecturales et la légitimation de régimes parfois autoritaires. Cela nous pose encore une fois une question, l'architecture monumentale peut-elle être politiquement neutre? Zaha, sur cette question, a toujours affirmé que son art transcende ces considérations, mais bon, le débat reste ouvert. Nous sommes en 2016 et Zaha est au sommet de sa carrière. Elle continue de marquer le monde avec des projets emblématiques comme le Galaxy Soho en Chine ou le Port House en Belgique. Mais derrière ces réalisations grandioses, une autre réalité se prépare. En 2016, Zaha a 65 ans et elle est souffrante, atteinte d'une bronchite. Mais malgré cela, elle ne ralentit pas, toujours animée par la passion. C'est d'ailleurs ça qui fait d'elle une légende de l'architecture, mais le 31 mars 2016, à Miami, alors que l'avenir lui semblait encore plein de promesses, son cœur s'arrête. Une crise cardiaque brutale mais tragiquement fin à ses jours. Elle laisse derrière elle un héritage immense, à la fois artistique et personnel. De ses 67 millions d'euros, elle aura légué une partie à Patrick Schumacher et le reste sera donné à sa famille. Zaha sera enterrée dans le calme du cimetière de Brookwood en Angleterre, entre son père et son frère. Zaha n'est plus, mais ses œuvres, elles, continuent de défier le temps et les conventions. Comme je vous le disais, son héritage ne s'est pas arrêté avec sa mort. Sous la direction de Patrick Schumacher, son partenaire de longue date, Zaha Hadid Architects a poursuivi la réalisation de ses projets incarnant la vision révolutionnaire qui a redéfini l'architecture contemporaine. Des œuvres majeures même dessinées par Zaha Hadid ont vu le jour après sa mort, témoignant de l'envergure du travail qu'elle a fourni. Le terminal maritime de Salerne, par exemple, a été achevé en 2016, ou le Port Authority Building à Anvers, un bâtiment symbolique qui semble flotter au-dessus du port. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux le colossal et ambitieux aéroport de Pékin Daxing qui a été réalisé par Zaha Hadid Architects, qui a consolidé encore une fois l'héritage de Zaha Hadid à l'échelle mondiale. Même après son départ, Zaha Hadid continue d'inspirer des projets ambitieux comme la tour de la Banque centrale d'Irak, illustrant la détermination de l'agence à garder vivante sa vision novatrice. Son cabinet sous la direction de Patrick Schumacher continue d'explorer les frontières du possible et de l'impossible, intégrant de nouvelles technologies tout en restant fidèle à l'esprit de Hadid. Zaha nous a quittés, mais son influence résonne toujours. Que ce soit à travers les bâtiments qui continuent de marquer nos villes, ou à travers son génie qui, lui, traverse les années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est ma deuxième vidéo YouTube, donc il y a sans doute des choses à améliorer, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de prendre de vos conseils. Et abonne-toi si tu veux en apprendre plus sur le design et l'architecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est ma deuxième vidéo YouTube, donc merci d'avoir regardé cette vidéo.